Bonjour, bienvenue à cette troisième session de présentation des environnements et outils de parcours de référencement. Cette session sera gérée en mode plus interactif que les deux précédentes, de manière à vous apporter des réponses aux questions que vous nous auriez posées ou que vous souhaiteriez nous poser. Bonjour. Donc les règles de l'échange, toujours pour gérer l'échange, sont toujours les mêmes, hein, donc ni caméra, pardon, ni micro lorsque les intervenants experts prendront la parole. Utilisez le chat au maximum pour nous poser vos questions. C'est l'objet, là, hein, franchement, d'avoir un échange par ce chat, hein. Pourquoi le chat? Parce que ça nous permet d'avoir un écrit qui ensuite nous permettra de produire les questions-réponses dans la FAQ si besoin était. Donc on enregistre le webinaire, le replay ainsi que le support sera toujours disponible. Il l'est déjà sur les sessions précédentes, évidemment. Donc les experts mobilisés pour cette session, vous avez Thomas pour tout ce qui est convergence, Mike pour tout ce qui est messagerie sécurisée, Julie pour tout ce qui est CNDA, Maël pour tout ce qui est interop Gazelle, et Laurent pour tout ce qui est ProSanté Connect ICPS. Et moi, je suis le représentant de l'équipe en charge de l'accompagnement des industriels, entreprises de numérique en santé. Voilà, donc là, on est vraiment dans un format où on vous invite à poser vos questions. C'est ça l'objectif, hein, vraiment. Là, c'est de vous offrir une dernière session où vous pourriez nous faire part de vos questions ou voire de vos difficultés avec les environnements. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, on a fait 3 sessions. On peut passer au slide suivant. Je pense que ça va. C'est assez clair pour tout le monde. Et on va commencer par le module ISC et je vais laisser Thomas vous présenter les quelques éléments de questions-réponses qui seraient intéressantes sur ce sujet. Merci Aaron. Bonjour à toutes et à tous. Donc une première question que vous nous avez posée sur ISC, comment vérifier pour mon entreprise qui avait été déclarée en tant que mandataire, responsable et salarié lors de mon référencement en Ségur vague 1. Donc la question là très certainement c'est est-ce que je récupère, est-ce que vous pouvez récupérer les informations qui avaient été déclarées en vague 1 pour la vague 2, la réponse que l'on vous a apportée à cette question, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Et le principe, c'est qu'on a migré donc toute la base des utilisateurs en vague 1 sur la vague 2, sur le principe qu'ils devaient être intégrés à Industriel Santé Connect. À partir du moment où on a vérifié l'entreprise et le mandataire social. Donc, il devait y avoir deux documents qui devaient nous être transmis, le cabis de l'entreprise et la carte d'identité du mandataire social. Et sur cette base-là, que l'on a inscrit les utilisateurs à la vague 1. Donc, le principe, c'est pour qu'ils soient en vague 2, il faut qu'ils nous aient fourni à minima ces informations, on les a récupérées et intégrées dans ISC. Donc, on est au cas par cas. Si vous avez des questions à nous poser plus précisément pour savoir si vous avez bien été repris en vague 2, je vous invite à nous contacter sur l'adresse support de ISC ou de Convergence. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur cette première question? Donc, la deuxième question est du même ordre, donc je ne vais pas revenir dessus. Troisième question, sur ISC, comment retrouver les informations déclarées concernant mon entreprise, mandataire, représentant et salarié? Donc là, sur ISC, une fois connecté, vous accédez à un espace de gestion du compte où vous retrouvez toutes les informations qui ont été déclarées lors de l'inscription. Sur le principe, donc, le premier inscrit de l'entreprise, c'est le mandataire social, et ensuite viennent s'agréger d'autres utilisateurs de l'entreprise. Donc, on appelle représentants ou responsables de la candidature et d'autres salariés qui seraient amenés
de votre entreprise qui serait amené à gérer la candidature. En tout cas, toutes ces informations, elles sont disponibles dans ISC et vous pouvez les retrouver dans un espace dédié. Sur ISC, comment mettre à jour les informations déclarées concernant mon entreprise, représentant et salariés? Ça, c'est la 4e question. Donc là, vous les gérez directement dans un espace qui est dédié, comme je vous l'ai indiqué. Vous retrouvez donc toutes ces informations que vous pouvez modifier en fonction des informations que vous souhaitez voir évoluer. À noter toutefois que nous n'acceptons pas le fait de modifier les informations qui sont propres à l'entreprise, puisque c'est les informations qui sont des informations socles pour la création du compte. Et donc, vous devez nous les fournir et nous les vérifions à nouveau pour pouvoir vous permettre de faire ces modifications. Une 5e question sur ISC, l'étape de création du compte en tant que mandataire est-elle à réaliser de nouveau si notre compte existait déjà en vague 1? Donc ça, je crois que ça rejoint les questions 1 et 2, je ne reviens pas dessus. Et une 6e question, la candidature administrative doit-elle être déposée par l'établissement de santé ou par l'éditeur du logiciel? Le référencement Ségur est un référencement qui s'adresse uniquement aux éditeurs de logiciels. Donc, c'est bien aux éditeurs de venir déposer leur candidature administrative et non pas à l'établissement de santé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec Industriel Santé Connect? Pour l'instant, je ne vois pas de questions de déposer dans le chat. On a ouvert le micro. Si jamais maintenant vous souhaitiez poser des questions directement, allez-y. On tâchera de les formuler correctement ensuite dans les retours sur le support du webinaire. Avez-vous des questions? Ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Après. Et bien, on passe à On va passer à Convergence. Si jamais vous avez une question, vous pouvez le mettre dans le chat et on peut vous ouvrir le micro. Parce que je ne crois pas que vous ayez la possibilité de l'ouvrir directement. En tout cas, nous, on peut vous ouvrir le micro pour poser vos questions. Peut-être on attend juste... Ouais, on donne 30 secondes. Voilà. Non, mais ça a l'air d'être bon. Hein. Oui, On pourra revenir ensuite, peut-être, après la présentation de Convergence, on pourra peut-être revenir sur ISC si des questions vous viennent d'ici là. Bon, on passe à Convergence? Non. Donc là, une première question. Faut-il avoir fait tous les développements sur nos logiciels et référencés avant d'amorcer notre candidature administrative? Donc là, vous n'avez pas besoin d'avoir finalisé les développements de votre solution logicielle pour déposer votre candidature à un dispositif. La façon dont se décompose une candidature, c'est en 3 phases. Et donc, dans une première phase, dans une première étape, vous devez déposer donc, votre dossier administratif qui comprend la complétion de la candidature administrative et du formulaire d'éligibilité. Là, on vérifie donc si en tant qu'entreprise du numérique en santé et sur la solution logicielle sur laquelle vous candidatez, vous êtes éligible au dispositif. Et donc, c'est cette première étape qui se décompose donc en deux formulaires, un formulaire de candidature administratif et un formulaire d'éligibilité, n'est pas, peut être fait indépendamment de la finalisation des développements de votre solution logicielle. Une deuxième question, qui puis-je contacter pour toute question liée à la plateforme Convergence? Donc là, vous pouvez vous adresser directement au support Convergence et vous retrouverez l'adresse sur le site isanté.gouv.fr sur le lien qui figure ici, qui pointe directement sur la question et la réponse que l'on vous apporte. Une troisième question, durant la phase de dépôt d'épreuve, chaque chapitre de preuve peut-il être étudié indépendamment par vos services avant que l'ensemble des chapitres ne soit déposé et soumis à la validation des vérificateurs ANS? Donc là, le principe, c'est que vous devez déposer toutes les preuves, chapitre par chapitre, sur la plateforme Convergence.
Et une fois que vous avez déposé toutes les preuves d'un chapitre, vous soumettez le chapitre afin qu'il puisse être instruit par nos services en charge de la vérification et de la gestion de votre candidature. Pas de questions à ce sujet. Une quatrième question, si une solution utilise 2 composants additionnels, chacun étant proxy santé, faut-il déposer 2 demandes de référencement Ségur? Là, en effet, il est nécessaire de déposer 2 candidatures séparées afin d'être référencé dans le cadre du Ségur. Donc, le référencement est prononcé par solution logicielle qui est elle-même constituée d'un ensemble, d'un composant principal, d'un composant proxy et santé et d'autres composants additionnels éventuellement. Je poursuis. Question 5. Il n'y a pas de questions qui apparaissent? Pardon? Non, à ce stade, pas de questions, pas de nouvelles questions. Très bien. OK. Question 5. Comment déléguer à des collaborateurs le dépôt et la gestion des preuves pour le référencement Ségur? Donc là, une fois que vous êtes inscrit à ESC, vous vous connectez sur la plateforme Convergence. Et sur la plateforme Convergence, vous avez un espace sur lequel vous allez pouvoir déléguer ces droits à d'autres utilisateurs qui eux-mêmes doivent être inscrits à ISC. Donc le principe, c'est que une fois la candidature créée, pour les utilisateurs mandataires et représentants, vous pouvez rattacher de nouveaux collaborateurs à cette candidature afin de leur déléguer des tâches comme le dépôt et la gestion des preuves. Retrouver toutes ces informations alors, dans le guide ISC, mais également dans le guide de la plateforme Convergence que l'on vous indiquera, et notamment les slides sur lesquels nous apportons ces précisions. La question 6, quel est le statut de la candidature dans Convergence pour considérer que la phase 1 de dépôt du dossier administratif est validée? Donc le principe là, c'est que la phase de dépôt du dossier administratif est considérée comme finalisée lorsque l'éditeur dépose sa candidature administrative et complète le formulaire d'éligibilité. Donc là, comme je vous l'indiquais précédemment, l'ANS va instruire votre dossier administratif et valide la candidature administrative et l'éligibilité, donc de la solution au dispositif, et ensuite vous accédez à l'espace de dépôt et de gestion des preuves. Une question 7. Durant les échanges liés à la validation des preuves, doit-on encore utiliser la messagerie de Win.io? Donc là, Win.io était la plateforme qui était utilisée sur la vague 1. Désormais, tout se passe sur la plateforme Convergence. Donc, la messagerie de Win.io n'est plus à utiliser pour la vague 2 du Ségur. Une 8e question. Dans le formulaire d'éligibilité de la phase de dépôt du dossier administratif, quels sont les éléments à déposer dans l'onglet « Documentation attendue pour le DSR ». Donc, il est attendu que vous déposiez dans l'onglet « Documentation attendue pour le DSR » tout document permettant de démontrer en quoi votre solution logicielle répond aux critères définissant les fonctionnalités minimales décrites dans le dossier de spécification, dans le DSR, pour lequel vous allez candidater. Donc là, c'est à la lecture du DSR que vous allez pouvoir identifier précisément quelle information vous serez en mesure d'apporter qui démontre que votre solution logicielle répond aux critères qui sont définis pour le dispositif sur lequel vous souhaitez candidater. Et vous le faites librement, on n'a pas de proposé de template type à cette fin. Donc vous le faites librement et vous déposez donc un document qui atteste de la conformité avec le DSR. Une 9e question. Dans le cas où notre entreprise est à la fois éditeur et opérateur de la solution candidate au référencement, comment candidater au référencement Ségur?
Donc là, au référencement Ségur, une seule candidature sera attendue au niveau de votre dispositif, dans le cas où vous êtes éditeur et opérateur de votre solution candidate. Et par ailleurs, en tant qu'éditeur et opérateur de la solution logicielle, vous devez déposer sur l'espace de confiance ProSanté Connect, qui est opéré aussi dans l'environnement de la plateforme Convergence, deux candidatures. Donc une pour éditeur et une pour opérateur. Une 10e question, dans la candidature administrative, il est demandé les numéros de référencement unique de candidature à l'espace de confiance ProSanté Connect en tant qu'éditeur logiciel utilisateur et éditeur logiciel proxy. Ces éléments sont-ils obligatoires dès cette première étape du référencement? Donc là, sur la plateforme Convergence, lors de la phase de candidature administrative, les champs NRU éditeur du logiciel utilisateur et NRU éditeur du logiciel proxy ne sont pas obligatoires. Néanmoins, nous vous recommanderons vivement de les compléter, car ces informations vont faciliter le rapprochement des candidatures entre les deux guichets, les guichets Ségur et les guichets EDC PSC. Une 11e question, les éditeurs ayant déjà des comptes créés sur Convergence pour les besoins de la vague 1, doivent-ils recréer des comptes pour la vague 2? Donc ça, je crois que ça rejoint ce que je disais, les réponses que j'ai apportées sur les premières questions. Donc là, comme on vous l'indiquait, donc les comptes qui sont créés sur Convergence en vague 1 sont généralement repris sur ISC à condition que le mandataire social et le représentant social de l'entreprise aient transmis son CABIS et sa pièce d'identité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je vois pas de questions. Je vais me permettre d'en poser une. On a eu des interrogations d'éditeurs concernant la possibilité de modifier la déclaration d'un composant euh, et du coup de savoir dans quelles circonstances ça pourrait être possible. Peut-être tu peux apporter un éclaircissement là-dessus, Thomas. Dans quelle mesure ça peut être possible en considérant il en est où précisément dans sa candidature? En fait, il a franchi l'éligibilité, typiquement D'accord. en médecine, postérieurement au 15. Mais Donc là, vous on a peut-être indiquer sur le dispositif LGC, il y avait un premier jalon au 15 octobre où les éditeurs devaient avoir soumis au moins une première fois leur dossier administratif. Donc à partir du moment où l'éditeur a soumis une première fois son dossier administratif, on peut lui réouvrir cette étape éligibilité s'il a besoin de déclarer des composants additionnels entre aujourd'hui et la déclaration qu'il a pu faire avant le 15 ou le 15 octobre. Ou le 15 octobre. Voilà, je pense que ça, c'était un point intéressant. J'avais retenu qu'il y avait quand même une condition qui était qu'il n'y ait pas de dépôt de preuves qui ait été réalisé. Alors, la condition, c'est bien, enfin, on peut réouvrir l'espace, l'étape éligibilité à partir du moment, encore une fois, où l'éditeur a soumis au moins une première fois son dossier administratif. Ouais. Et donc, a respecté le cadre réglementaire avec le jalon 1 qui correspond à au moins une fois la soumission du dossier administratif à la date du 15 octobre. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que c'était un point qui est souvent questionné. Merci beaucoup. Bon, bah, ça m'a l'air d'être clair. Je ne vois pas de nouvelles questions s'afficher. Pareil, on laisse un tout petit peu de temps. Vous savez qu'on peut vous ouvrir le micro si jamais vous nous formulez une question. N'hésitez pas. Non, ben là aussi, ça a l'air d'être plutôt très clair pour tout le monde. Ben, on passe à la suite. Merci Thomas. On passe au CNDA. Julie? Oui,
Bonjour à tous. Alors, on va maintenant passer à la séquence des questions concernant le guichet CNDA. L'objectif est donc de clarifier certaines situations concrètes que vous avez pu rencontrer dans vos démarches. Donc, première question, peut-on engager une démarche d'homologation DMP pour un dispositif type Dreambox? Donc, la réponse, c'est l'homologation Dreambox, elle peut être engagée auprès de nous, sous réserve de disposer du prérequis de maturité technique communiqué par l'ANS. La seconde question, si notre solution logicielle candidate intègre des composants additionnels, quelles démarches sont nécessaires côté CNDA? En fonction du périmètre demandé, vous devez fournir un titre juridique valable autorisant l'utilisation de la solution tierce. Les justificatifs requis sont précisés dans le formulaire de demande de contractualisation disponible sur notre portail. Et est-il possible d'obtenir un accompagnement personnalisé pour choisir le bon parcours? Vous pouvez solliciter un accompagnement en cochant la case dédiée sur le formulaire de demande lors de la création de votre dossier auprès de nous. Cette action vous permettra de prendre rendez-vous pour un accompagnement concernant la saisie de votre dossier. Pas d'autres questions de mon côté? Non, pour l'instant, ça, voilà, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. On ne voit pas de nouvelles questions. On vous laisse aussi un tout petit délai, là, si jamais vous souhaitez. Profitez de la présence de Julie pour clarifier quelques points côté CNDA. Eh bien, ça... Là, Julie, j'ai l'impression que tu as eu du succès. Alors, attends. Je vais dans la conversation. Alors là, c'est pas forcément toi d'ailleurs. Non, bah du coup, c'est passé, c'est juste après. Si vous voulez garder la question pour après. Alors, je vais la lire, la question. Donc de Guillaume. Hein. Bonjour, ma question porte particulièrement sur les composants additionnels à déclarer dans le dossier administratif Ségur, puis dans la déclaration espace, j'arrive pas à lire, de ProSanté Connect. Voilà, donc là, je pense que c'est plutôt du Thomas et du Laurent. J'ai l'impression que la condition de déclaration d'un composant additionnel dépend à la fois de chaque chapitre module concerné, donc typiquement FSE, Addendum 8, AppCV, INSI, et du type d'agrément CNDA déclaré obtenu. Exemple, si le chapitre FSA Addendum 8 et AppCV est obtenu en déclarant un moteur FSE et donc avec un agrément en nom propre, il n'est pas nécessaire de déclarer ce moteur en tant que composant additionnel. Est-ce correct? Qui répond le mieux? Là, c'est peut-être finalement du CNDA. J'avoue que je vous laisse voir. Oui, c'est correct. C'est correct. En tant que AI, en IHM masqué. Merci. Ok, merci Julie. Ce principe peut-il être appliqué pour tous les modules? Entre parenthèses, agrément en nom propre égale pas la peine de déclarer le composant additionnel, car j'ai l'impression que non. Donc, est-ce qu'il peut être appliqué pour tous les modules, ce principe que tu as validé précédemment? Alors après, tout dépend du composant. Là, on parle de l'AUI dans ce cadre-là, oui. Mais après, si c'est une question sur un autre type fonctionnel, ça va dépendre. Si je peux juste intervenir, c'est David Flech, là, au niveau du CNDA. En fait, la règle, elle est assez simple. Hein. À partir du moment où le logiciel a obtenu un numéro d'homologation, il doit déclarer ce logiciel. Donc, s'il s'appuie sur une IHM masquée comme une EAI, il va obtenir un numéro d'homologation. Donc, de ce cas-là, ça ne devient plus un composant additionnel, puisqu'il a obtenu sa propre homologation. Le composant additionnel, comme le nom l'indique, c'est un composant qui vient en plus du logiciel. Donc, s'il n'a pas obtenu d'agrément ou d'homologation auprès du CNDA, il doit être déclaré comme un composant additionnel. Merci beaucoup, David. Alors,
Bon, il y avait un exemple que je n'ai pas vu, je vous prie de m'excuser, mais donc on a eu la réponse de David. Donc il y avait une sous-question. Bon, mais tu as répondu, donc c'est bon. On a une autre question pour le CNDA, toujours. Vous avez du succès. Tout est prêt pour faire homologuer. Donc pour le CNDA, tout est prêt pour faire homologuer l'INS avec ProSanté Connect. C'est une question, hein. Est-ce que tout est prêt? Oui, Voilà, l'environnement de test est prêt. Donc, l'homologation est possible, la contractualisation est possible sur les NS avec authentification PSC. Voilà, avec le même principe d'obtention du certificat de maturité dans le projet ProSanté Connect. Et oui. Et donc, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'un éditeur a déjà passé l'homologation? Non. Alors, donc, bienvenue pour qu'il y ait un premier, hein. Pour être sûr, niveau du branchement avec PST, je ne sais pas trop quoi, mais il y a Guillaume qui remercie, hein. Donc, merci, c'était très clair. Mais c'est Mais oui, Armand, je pense que monsieur Caglino, il précise simplement sur le branchement PSC, c'est ce que je viens de dire. C'est que l'INS ou le DMP, ça fonctionne avec cette connexion, cette interdépendance ProSanté Connect. Et le prérequis, c'est le passage d'abord côté ANS pour obtenir ce certificat de maturité technique avant de rentrer chez nous. Effectivement. Merci pour la reformulation. Bon, je ne vois pas d'autres questions, mais vu que ça a eu un peu de succès, on va peut-être laisser à nouveau 30 secondes. Ah, donc il y a eu là aussi un remerciement. Donc oui, on est en cours de dépôt des prérequis côté PSC. Merci beaucoup. C'est David qui nous dit ça. Ok, donc visiblement, on a su répondre. Merci à vous, hein, David et Julie. Avec plaisir. On passe à la suite. Là, c'est du Laurent, espace de confiance ProSanté Connect. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, ouais, les quelques questions qu'on a pu noter là jusqu'à présent concernant l'espace de confiance ProSanté Connect. La première, quelle est la différence entre l'espace communautaire et l'espace de confiance ProSanté Connect? L'espace communautaire, c'est un petit peu l'espace historique de ProSanté Connect, avec un référentiel d'exigence dédié à cet espace communautaire. L'espace de confiance, c'est une extension de cet espace communautaire avec des exigences supplémentaires, donc un référentiel d'exigence qui a été étendu. Cet espace de confiance, il faut l'intégrer pour pouvoir ensuite accéder au CNDA et aux API ProSanté connectés de manière générale. Donc cet espace de confiance, les principales différences qu'on peut noter, donc outre les exigences supplémentaires dont je parlais, ça va être la manière d'authentifier votre service auprès de ProSanté Connect. Dans l'espace communautaire, vous avez le choix entre deux manières d'authentifier votre service. Celle qui consiste à utiliser un client ID et un client secret. Un client secret, donc c'est un peu comme un mot de passe. C'est la première méthode d'authentification qui existe. Et on a une deuxième méthode qui est une authentification avec un certificat, donc un client ID et un certificat logiciel de l'IGC Santé que vous aurez récupéré auprès de l'ANS, qui est plus sécurisé qu'un simple secret, qu'un simple mot de passe. Donc, pour intégrer l'espace de confiance, cette deuxième manière d'authentification avec un certificat, qu'on appelle aussi une authentification MTLS, TLS mutuelle, est obligatoire dans l'espace de confiance. Donc, si vous intégrez l'espace de confiance, il faudra que votre service s'authentifie auprès de ProSanté Connect à l'aide d'un certificat de l'IGC Santé. Donc, ça, c'était pour la première question. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments. Alors, deuxième question. Lors de la phase de candidature administrative du processus de référencement, il nous manque le numéro de DataPass. Comment l'obtenir? Alors, le numéro de demande DataPass qui vous est demandé sur le guichet des CPSC,
c'est le numéro que vous obtenez lorsque vous faites votre demande d'accès à l'API ProSanté Connect sur le site qui s'appelait anciennement api.gouv.fr, qui s'appelle désormais data.gouv.fr. Il y a encore une redirection de api.gouv vers data.gouv, donc vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre. C'est une plateforme data.gouv.fr qui est opérée par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, et qui recense en gros un grand nombre d'API qui sont disponibles sur ce site-là. Et ProSanté Connect fait partie de ces API. Donc, c'est un dossier administratif à remplir pour demander l'accès pour votre service à ProSanté Connect. Dès que vous déposez ce dossier, votre demande sur api.gouv ou sur data.gouv, vous avez un numéro de demande DataPass qui est attribué à votre dossier et c'est celui-ci qui est demandé. Alors, petite subtilité, une fois qu'on a validé votre demande, qu'on l'a traitée, qu'on l'a validée, vous allez obtenir un numéro d'habilitation DataPass qui n'est pas forcément le même que le numéro de demande DataPass. Celui qui vous est demandé sur le guichet, c'est bien le numéro initial, le numéro de demande DataPass. Quand vous allez sur votre dossier sur api.gouv.fr ou sur data.gouv.fr, vous retrouvez le numéro de demande DataPass en haut de votre dossier. Si vous allez sur la fac, là, vous verrez, vous avez les liens vers un guide qui indique comment remplir cette demande DataPass également. Et la troisième et dernière question, si je suis déjà référencé sur la vague 1 du Ségur, est-ce que je dois refaire une demande de DataPass pour obtenir l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect? Alors non, c'est pas nécessaire. Si votre service, vous l'aviez déjà raccordé à ProSanté Connect, donc vous avez déjà un numéro de demande DataPass pour votre service, vous pouvez conserver ce numéro de demande DataPass qui ne changera pas puisqu'il s'agit du même service. En revanche, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'un nouveau Client ID sur le bac à sable de ProSanté Connect, un Client ID qui sera dédié à l'espace de confiance et qui, en outre, comme je précisais au début, devra obligatoirement utiliser la méthode MTLS, donc avec un certificat pour s'authentifier auprès de ProSanté Connect. Donc, avec le même numéro de demande DataPass, vous allez pouvoir demander ce nouveau Client ID sur le bac à sable d'abord et sur la production ensuite. On a une question, Laurent. Oui, je vois la question de M. Caglino. On a deux solutions à rendre éligibles à l'espace de confiance ProSanté Connect. On vous a confirmé qu'il fallait bien un DataPass et un Client ID distinct par solution. Pour chaque solution, d'accord, puisque vous en avez deux, OK. Donc, effectivement, deux numéros DataPass et vous aurez deux Client ID derrière. Mais quand on fait la demande d'un Client ID pour l'espace de confiance bac à sable, il semble ne pas y avoir de champ pour distinguer les applications. On se posait la question si la demande de Client ID a les mêmes informations que des infos de la société, si c'était normal. Alors, en fait, quand vous allez devoir faire deux demandes de Client ID, vous, dans votre cas. Vous avez deux solutions. Donc, vous avez déjà fait ou vous allez faire deux demandes DataPass sur le site data.gouv.fr. Donc, vous obtenez un numéro pour la première solution DataPass, un numéro DataPass pour la deuxième solution. Et ensuite, sur le portail industriel de l'ANS, vous allez faire deux demandes de Client ID, un pour chacune de vos solutions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à prendre le micro ou à compléter. Quand vous faites la demande de votre Client ID sur le portail industriel, via le formulaire Gérer vos services ProSanté Connect, on vous demande le numéro DataPass associé. Oui, je vois que vous levez la main. Alors, je ne sais pas si on peut donner la parole à M. Caglino. Le micro est ouvert. Normalement. Allez-y, je crois qu'il vous faut. Voilà, bon. Maintenant, c'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour. D'abord. En fait, c'est juste une interrogation. Alors, c'est pas moi qui ai fait spécialement la demande de Client ID, mais on a fait deux demandes de DataPass, donc on a bien deux DataPass différents. Okay. On a effectué une première demande de Client ID, on l'a déjà fourni pour le dossier, pour l'ouverture du dossier administratif pour l'espace de confiance. Et en fait, c'est juste que la personne qui a fait la demande du Client ID,
il voyait pas. Enfin, la saisie pour le deuxième client ID serait exactement la même que la première saisie en fait. C'est que des informations administratives de l'entreprise. Il y a pas vraiment de champ pour distinguer le nom de la solution, des trucs comme ça. Et du coup, ils se posaient la question, est-ce que ça a un intérêt, enfin, est-ce que c'est bon, c'est pas grave, ils vont quand même nous donner un deuxième client ID. Alors, sur le formulaire de demande du client ID, on vous demande le numéro de demande DataPass, d'abord, qui est associé. On va vous demander ensuite le nom du service, le nom de votre solution. C'est ça qu'il m'avait montré, je crois que, je vais lui redemander, mais il m'avait montré la version de demande pour le bac à sable. Oui. Il n'y avait pas l'air d'avoir de nom de service. Alors, ouais, alors, effectivement, alors oui, je pense que je vois ce qui a dû être fait. Quand vous faites la demande de Client ID pour le bac à sable dans le formulaire, il faut sélectionner la demande classique, pas la demande liée à l'espace de confiance. Parce qu'on a des formulaires qui sont en cours d'évolution et celui qui est dédié à l'espace de confiance n'est pas encore complet. Ouais, je pense que c'est ça, effectivement. La personne a dû partir logiquement sur le formulaire dédié à l'espace de confiance et il n'a pas tous les éléments. Alors, s'il l'a fait comme ça, c'est pas grave parce qu'on va lui redemander en retour les éléments qui manquent. Et en particulier, sur ce formulaire, vous n'avez pas la possibilité de rentrer vos redirects URI, les URL de redirection, ce genre de choses. Ah oui, ça lui a été demandé par mail d'ailleurs, justement. Voilà, donc on vous les demande derrière par mail en retour si vous êtes passé par là. Voilà, ok, donc super. Juste une dernière question, parce que du coup, on a eu un premier client ID comme ça. Donc là, il a envoyé les informations complémentaires par mail. Alors le client ID est assez générique, mais du coup, on l'a fourni pour la première solution sur le dossier administratif. Ouais. Ça sera bon, il y aura pas on n'a pas besoin de le refaire ou quoi que ce soit. Non, là, on vous fournira un deuxième Client ID qui sera différent, avec le nom de la deuxième solution, normalement, dans le Client ID. Et c'est celui-là que vous fournirez sur votre deuxième dossier. Ouais, le deuxième, on allait le faire aujourd'hui, donc c'est super. Je vais voir pour qu'il fasse une demande classique. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. D'accord. Et il vous faudra bien donc 2 certificats, un pour chacun de vos Client ID. Oui, ça c'est. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus parce que 2 certificats avec la même CPA du coup ou... Ah oui, vous pouvez utiliser la même CPA pour demander vos 2 certificats. Oui, tout à fait. La seule différence que vous allez avoir dans les certificats, c'est au moment où vous faites la demande sur la plateforme de commande des certificats, vous avez un champ à renseigner qui est le CN de votre certificat et qui doit contenir le Client ID. Oui, voilà, le client ID. Ouais. Okay. Super, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Profitez-en, vous voyez, vous avez les experts à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Même si c'est pour revenir vers des points présentés précédemment. Bon, écoute, Laurent, je pense que tu as eu, le mérite de répondre à toutes les questions et de présenter les éléments. Merci beaucoup. Avec plaisir, et toujours là, s'il y a des questions qui arrivent après, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, on passe à la suite. Alors, c'est pour Mike. Ah, pardon, Maël. Excuse-moi, Maël. Pas de problème. Bonjour à tous. Je vais prendre les questions les unes à la suite des autres. La première question est comment accède-t-on à l'environnement de test Gazelle? Il y a 2 environnements de test Gazelle, un environnement de test en libre service où vous y avez accès à tout moment. L'environnement, c'est interop.isanté.gouv.fr. Et il y a un autre environnement qui est dédié au référencement, en fait. Donc, c'est plutôt celui-là qui vous intéresse. Et la plateforme dédiée au référencement est interop.référencement.isanté.gouv.fr et vous y avez accès à cet environnement à travers vos comptes ISC à partir du moment où vous avez franchi le seuil, qui fait que vous avez été retenu dans Convergence, d'éligibilité. Deuxième question. Qui puis-je contacter pour toute question liée à l'environnement de test Gazelle? On vous a remis l'adresse mail en bas. En fait, vous pouvez nous contacter sur ans-test
espace de test.sysis@isanté.gouv.fr ou via le portail industriel. Troisième question. Les étapes de validation sur Gazelle peuvent être simplifiées comme pour la validation d'un CDR2. En fait, on a simplifié au maximum l'ensemble des étapes de test Gazelle. On a des étapes de test qui font référence à des validateurs, typiquement le validateur pour les CDA, le volet synthèse médicale, dans le cas de votre conformité pour LGC ou d'autres documents de CDR2, en fait. Mais la simplification a été faite au maximum pour l'instant, en fait. Mais si vous avez d'autres idées de simplification, n'hésitez pas à nous envoyer d'ailleurs sur ns-espace-de-test.isanté.gouv.fr parce que on est sur un objectif collaboratif et d'amélioration, donc vous pouvez nous les envoyer. Enfin, dernière question. Dans Gazelle, pour la récupération des preuves d'interopérabilité, les tests sont-ils personnalisés selon la solution référencée? Oui, les tests sont personnalisés par couloir référencé, pas par solution. En fait, si vous êtes sur le couloir LGC, vous allez voir l'ensemble des tests d'interopérabilité du couloir LGC. Si vous êtes sur le couloir RIS ou Dreambox, vous allez voir des tests différents. En fait, donc il y a bien une personnalisation des tests en fonction du couloir, mais pas forcément de la solution. Et j'en ai fini, Armand, pour mes questions. Ouais, on attend une seconde de voir s'il y a des questions qui arrivent. Il y a une question de Madame Caroline Godin. Alors, lors du webinaire du 17 novembre sur PC, il a été dit qu'un composant EAI non autonome intégré dans le proxy PSC devait passer par un agrément au CNDA. Est-ce que le LGC qui utilise ce composant intégré dans le proxy doit également passer l'agrément au CNDA? Je vais laisser la question à mes collègues, Armand, là-dessus. Ouais, bah oui. Donc là, Julie, David. Allô, allô? Oui. En fait, pour moi, il y a deux sujets là. Le composant EAI non autonome intégré dans le proxy, en fait, il obtient sa propre homologation pour moi. Donc, il doit passer son agrément ou son homologation CNDA. On parle d'homologation, je pense sûrement sur la partie DMP, hein, Madame Godin. Et après, est-ce que le LGC qui utilise ce composant intégré dans le proxy, oui, parce qu'en fait, il doit être, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il va être identifié comme un logiciel obtenant sa propre homologation, donc il n'est plus déclaré comme un composant additionnel, mais bien comme un logiciel à part entière. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas d'exonération entre guillemets d'homologation pour ce LGC qui utiliserait ce composant intégré. Si c'est bien la question, hein, Madame Godin, on peut peut-être lui ouvrir le micro aussi si elle veut nous préciser la demande. Donc là, la réponse était oui, oui. Ah, et là, donc Madame Godin, si vous le souhaitez, il semblerait que ça soit super clair. Merci David. Là, on a une question de Kamel. Bonjour, quel est le niveau de maturité ou d'équivalence entre tests? J'imagine que c'est convergence et gazelle, non? Ah non, Madame Godin souhaitait. Ah, elle n'avait pas. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. On va revenir vers Madame Godin peut-être rapidement. On vous ouvre le micro. Est-ce que vous pouvez. Attendez, on n'est pas très certain. Ça marche ou pas, le micro? Je suis en train de le faire. Ouais. Excusez-nous, hein. Petite manipulation technique. Normalement. Hop. Madame Godin, vous devriez avoir le micro là. Allô, allô? Mince. J'ai ouvert l'accès pourtant. Vous essayez pour voir? Non, ça n'a pas marché.
Bon, on va revenir vers Kamel. Je retente sinon une deuxième fois. Désactiver le micro. Hop. Et je réautorise le micro. Non, ça fonctionne pas, nous dit Magolin. Bon, ouais, et attendez, en attendant, tu continues la manip et on revient vers la question. Bonjour, quel est le niveau de maturité technique ou d'équivalence entre test, alors je ne sais pas pourquoi, test contenu et gazelle? Oui, merci pour la question. Je pense que c'est test contenu CDA dont vous voulez parler, Monsieur Saidi, quoi, en fait. Et donc, au niveau d'équivalence, quoi, en fait, c'est bien les mêmes outils de validation, quoi, en fait, qu'on retrouve entre les deux, quoi, en fait. L'objectif de test contenu CDA, c'était d'avoir quelque chose autonome qui puisse être utilisé sur l'ensemble des postes. Et par contre, ce qui va être utilisé dans le cas de la vérification de conformité, Ségur et autres, c'est bien l'outil de test Gazelle qui doit être utilisé. Donc, on se retrouve avec un niveau d'équivalence entre les deux, quoi, en fait. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, quoi, Monsieur Saidi. Quoi. Monsieur Saidi, si vous voulez prendre la parole, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro au cas où? Je me suis clairement dit non. Normalement, et comme avec ma Godin, ça ne marchait pas. Je ne suis pas sûr que sur le micro, on soit très, très efficient. Hein. Ça, Normalement, M. Saidi, vous pouvez parler. J'espère que ça fonctionne. Oui, ça est-ce marche. que... Ok, Ah, super. Merci de me donner la parole. En fait, il est plus facile, je pense, d'ouvrir les micros que de passer le référencement, là. En fait, ma précision concernait, et on sait que d'expérience, et pour avoir travaillé ensemble, qu'il y a effectivement, je dirais peut-être un delta entre test contenu et Gazelle. D'un côté, ça passe, de l'autre côté, ça passe pas, etc. Donc, je sais qu'il y a des travaux, en fait, enfin, des travaux. Alors, c'est ce qu'on m'a dit maintenant, peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits pour qu'il y ait justement une convergence entre ces deux outils qui soient au même niveau de contrôle de conformité, d'autant plus que la CNAM, tout au moins le GIB Système Vital, et la CNAM, hein, le maître d'œuvre, exige le contrôle via test contenu. Dans les tests de conformité que l'on fait, dans les tests de passage au niveau du CNDA, c'est test contenu qui est exigé. Donc là, voilà. Donc, quel est l'outil le plus mature, sachant que même aujourd'hui, le test contenu, dans sa version 3, qui n'a pas évolué depuis quelques temps, et qui continue à évoluer, il n'y a pas de version stabilisée. Donc, on a deux outils, deux environnements, un de prod recommandé par la CNAM et l'un recommandé par l'ANS pour le référencement. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas qui est fiable dans l'histoire. Les deux sont fiables. Il y a bien test contenu CDA existait avant Gazelle, quoi, en fait. Il y a bien une uniformisation entre les outils qui continue, quoi, en fait, entre les outils, parce que les schématrons, en fait, on va rentrer un peu dans la technique. Les schématrons viennent du même outil de modélisation qu'on utilise, qui est hors décor, quoi. Donc, en pratique, il ne devrait plus y avoir de différence, quoi, en fait, entre les deux outils, quoi, puisque cet effort de normalisation a pu être fait, quoi, en fait. Mais s'il en reste, il y a eu un effort d'harmonisation qui a été fait, quoi, en fait, pour les schématrons, quoi, en fait, les schématrons qui sont fournis dans test contenu, l'outil de test contenu CDA sont ceux qui viennent d'Art Décor, quoi, en fait, en pratique, pour le volet structuration minimale. Sur les autres, c'est en cours, quoi, en fait, mais pour structuration minimale qui représente 80% des usages, quoi, en fait, c'est le même schématron qui est utilisé, quoi, entre les deux outils. Après, oui, au niveau du DMP, qu'en fait, on demande pour les PFI, qu'en fait, de vérifier l'ensemble des documents sortants avec test contenu CDA, qu'en fait.
Et donc, il y a bien cet effort d'harmonisation qui est fait, qui continue, qu'en fait, ça a été fait pour structuration minimale et ça va être fait pour les autres, en fait, prochainement. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous avez de la visibilité parce que moi, j'ai aucune visibilité depuis que je vous ai saisi des différentes problématiques sur ce point-là. Donc, vous avez une visibilité sur 2026 Ça a été fait sur structuration minimale. Sur les autres documents, en fait, je vais revenir vers mes collègues pour vous donner de la visibilité. Merci, Maël. De rien. Merci, Maël. On a une main levée de Madame Godin. Est-ce que tu peux... J'ai essayé. Ça marche toujours pas, le micro de Madame La Godin? main s'est baissée, donc... Ah, la main est baissée. Ok. Oui, Madame Godin a dit que David avait bien répondu à sa question, je crois, dans le chat. Oui, mais comme il y avait une main levée, je ne savais pas bien s'il fallait reprendre ou pas. Ok, eh ben, merci beaucoup Maël pour avoir répondu aux questions. On passe à la suite. Modco, donc cette fois-ci c'est bien Mike. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on t'entend. Ok, parfait. Bonjour à tous. Effectivement, on est sur le sujet Modco, hein, qui est un environnement de développement et de référencement pour les éditeurs. Donc, rapidement, je remets Modco 2 dans son contexte. Donc, Modco 2 est là pour vous accompagner sur la mise en œuvre et la validation des exigences MS Santé techniques, hein, qui sont présentes au sein du référentiel 2 MS Santé. Donc, première précision, toujours lorsque vous êtes sur Modco 2, que vous êtes dans la mise en œuvre de vos exigences, avoir le référentiel 2 à côté pour les précisions du contexte de l'exigence. Parce que je pense que ça complique un peu la tâche si vous appuyez uniquement sur les REM et que vous essayez de mettre en œuvre que l'exigence. Voilà. Prenez tout le contexte qui est présent au sein du référentiel 2. Alors, pour aborder la question, la première, peut-on disposer de plusieurs comptes de test CPS, ICPS pour un même produit dans Modco 2? Alors, la réponse est non, en ce sens que lorsque vous venez inscrire un produit au sein de Modco 2, vous avez la possibilité d'associer deux identités de test à cette solution. Donc, une identité de personne physique et une identité de personne morale. Et donc, nous, on utilise ces deux identités afin de vous créer deux boîtes aux lettres. Donc, deux boîtes aux lettres qui sont accessibles par un webmail et aussi par l'interface APLPS. Donc, de fait, ces deux identités seront les seules liées à ce logiciel. Vous ne pourrez pas utiliser d'autres identités pour faire vos tests sur votre solution. Alors, par contre, plusieurs personnes, bien entendu, peuvent accéder à l'environnement créé, c'est-à-dire à votre compte créé pour faire des tests. Il n'y a pas besoin d'un seul compte nominatif ou autre pour accéder aux tests effectués sur votre solution. Bon, j'espère que j'ai couvert la question. Si ce n'est pas le cas et que la personne est présente, qu'elle n'hésite pas à préciser un peu les choses ou me dire si j'ai répondu à côté. Deuxième question, si notre solution est déjà interopérable avec MS Santé, doit-on quand même réaliser les tests Modco 2? Alors, la réponse est oui, d'autant plus que si vous êtes inscrit dans un couloir Ségur, on va vous demander des preuves Modco 2 et de fait, si vous êtes déjà sur le périmètre MS Santé et que vous êtes conforme aux différentes exigences, la marche à franchir sera assez facile, j'ai envie de dire, parce que vous aurez déjà implémenté les exigences qui seront demandées. Troisième question, dans le cadre des tests à réaliser sur Modco 2, peut-on ajouter un commentaire en français à côté des codes MSP, LSP? Alors, parce que c'est pas totalement comme ça, mais... Alors, il y a des précisions, hein. Il y a des précisions sur chaque test présent au sein de Modco 2. Il y a des précisions sur le contexte de mise en œuvre du test, déjà au niveau du job, hein. Mais au-delà de ça, comme je le disais en début de présentation, n'hésitez pas à vous référer aussi au référentiel 2. Le référentiel 2
vous apporte un contexte de mise en œuvre de l'exigence, ce qui peut totalement vous aider sur la réalisation de vos tests. Il y a également le guide utilisateur qui est présent sur notre site mssanté.fr, mais qui est également présent sur la page d'accueil de ModeCo2. Dans le médico-social, les professionnels n'ont pas toujours de carte CPX physique, mais seulement une ICPS. Peut-on utiliser les identités générées par la plateforme Edit dans ModeCo2? Alors, précision, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la plateforme Edit, ben, c'est un outil sur le bac à sable de ProSanté Connect qui vous permet de générer des identités de tests. Hein, voilà, donc des ICPS comme c'est précisé. La réponse, une fois de plus, est oui. Vous pouvez utiliser une identité produite par Edit, mais dans ce cas, au niveau de ModeCo2, il faudrait que vous soyez cohérent. Alors, je précise ce que je veux dire par cohérence, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, hein, dans ModeCo2, à chaque solution enregistrée au sein de ModeCo2, on vous permet d'insérer 2 identités. Donc, avec Edit, vous pouvez venir renseigner une identité. Donc, Edit va fournir des identités de personnes physiques, hein, c'est ProSanté Connect, c'est dédié à ça, mais il vous faudra quand même une identité de personne morale si vous voulez essayer les flux qui sont liés aux personnes morales, donc c'est-à-dire une connexion avec un certificat, typiquement. Donc, avec Edit, vous pourrez faire la moitié du chemin, pas de problème en termes d'identité, mais il vous faudra aussi l'autre moitié du chemin qui concerne les tests avec les certificats. Donc, Edit ne pourra vous aider qu'à moitié. 5e question, faut-il obligatoirement un compte Mailise rattaché à une carte CPS pour utiliser le ModeCo2? La réponse est non. ModeCo2 est un environnement totalement isolé. Il est totalement isolé et il est totalement autonome. Les prérequis qui sont présents dans le guide utilisateur sont être présent sur Convergence, bien entendu, pour arriver à nous, parce qu'on se base sur l'authentification de l'ISC, la déclaration que vous allez faire de votre solution au sein de Convergence pour pouvoir arriver sur ModeCo2. Les tests ModeCo2 sont totalement indépendants de Mailise. Par contre, ce qu'on vous conseille, c'est que, ce qu'on vous recommande plutôt, j'ai envie de dire, c'est que une fois que vous avez validé vos tests sur ModeCo2, on vous invite à créer une boîte aux lettres sur Mailise et j'ai envie de dire, c'est une sorte de tampon avant d'aller en production, faire échanger la boîte aux lettres que vous avez créée sur Mailise et éventuellement la boîte aux lettres que vous avez créée sur un environnement à côté. Et là, pourrait confirmer que tous vos tests sur ModeCo2 ont été passés avec succès et que ça marche également dans l'espace de confiance de test, MS Santé, devrais-je dire. Donc non, pas besoin de Mailise, mais c'est une recommandation en sortie de ModeCo2, de passer sur Mailise pour voir si ce que vous avez fait, ça marche en espace de confiance de test. Alors, la 6e question, sur ModeCo2, y a-t-il des tests spécifiques à réaliser selon les versions de CPS? Alors non, pas du tout. Pas du tout, je le redis encore une fois. Côté ModeCo2, plutôt, ce qui est en lien avec les CPS, ce sont les identités. Peu importe la version de CPS que vous avez, j'en profite pour répondre à une question qui arrive, peu importe que la CPS soit valide ou périmée, il n'y a vraiment aucune limitation. On veut dans ModeCo juste des identités. Voilà, on va se baser sur ces identités-là pour créer des boîtes aux lettres. Et après, vous avez accès à ces boîtes aux lettres à travers le webmail ou à travers des API et on ne regarde pas la validité de la CPS. Donc, pas de limitation à ce niveau-là. 7e question, dans le cadre des tests d'interopérabilité, est-il possible d'utiliser des CPX de tests périmés pour utiliser l'environnement ModeCo2? Donc, j'y ai répondu en même temps. J'y ai répondu sur la question 6. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser des cartes, des identités issues de CPS périmés. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Question 8. Avec ModeCo2, est-il possible de réaliser des tests sur la messagerie sécurisée de santé? Alors, j'avoue que je n'ai pas très bien compris cette question parce que, effectivement, ModeCo2 est dédié à la mise en place d'une interface qui est sur le périmètre de la MS Santé. Donc, des tests de la MSS, j'ai envie de dire oui,
Mais si on pouvait avoir des spécificités sur cette question 8, ben je serais preneur. Question 9. L'environnement mode code 2 peut-il être utilisé comme une plateforme de test? La réponse est également oui. C'est une plateforme de test, hein, de base. C'est une plateforme de test qui est là pour vous accompagner pour la mise en œuvre de certaines exigences techniques sur le périmètre de l'APLPS principalement. Et au-delà de ça, on l'utilise aussi pour le référencement Ségur, d'où le webinaire aujourd'hui. Mais son objectif, son but principal, c'est être une plateforme de test. Question 10. Doit-on utiliser PSC en mode communautaire ou mode confiance, donc espace de confiance, hein, pour Santé Connect, mode Co2? Ici, la réponse est oui pour les deux, que vous soyez en communautaire ou que vous soyez en espace de confiance. Voilà, c'est totalement agnostique pour vos tests que vous allez faire sur mode Co2. Les deux fonctionnent. Voilà, les deux fonctionnent autant sur mode Co2 que lorsque vous serez en production et que vous devrez vous connecter à l'espace de production de Pro Santé Connect ou à un espace de production d'un opérateur. Voilà, les deux fonctionnent au sein de la MS Santé. Pas de limitation à ce niveau-là. Question 11. Dans le cadre des tests d'interopérabilité, est-il possible de changer la carte CPS de test associée à une solution déjà créée dans mode Co2 ou faut-il plutôt recréer une nouvelle ligne? Par exemple, si la carte a expiré depuis un certain temps. Donc, je vais commencer par la précision dans la parenthèse. Donc, si la carte a expiré, ne vous embêtez pas. Une fois que les balles sont créées, il n'y a pas de problème. Je le redis une fois de plus, même si vous arrivez sur mode code 2 avec des identités qui sont issues de cartes expirées, il n'y a pas de problème. Donc, je réponds à la première question. Déjà, oui, on peut changer les identités qu'on avait premièrement associées à un logiciel, à sa solution. C'est totalement possible. Donc, le parcours, c'est quoi? C'est-à-dire, au premier abord, je crée une identité. Pour des raisons que je ne saurais dire, si je souhaite changer d'identité, j'ai un bouton accès, enfin, modifier les identités sur le logiciel que j'ai enregistré au sein de mode code. C'est possible. Je peux changer les identités. Il faudra juste patienter 24 heures afin que de nouvelles boîtes aux lettres soient créées avec les nouvelles identités que j'ai saisies pour reprendre mes tests. Donc, la réponse est oui, hein, on peut changer les identités initialement saisies ou initialement associées à un logiciel qu'on aura inscrit au sein de mode code. C'est totalement possible. Voilà, j'ai adressé toutes les questions qui étaient sur le périmètre de mode code 2. Armand, je ne sais pas si des questions sont arrivées dans le chat ou si des personnes souhaitent activer leur micro afin de poser des questions, peut-être préciser certaines sur lesquelles je suis passé. Merci beaucoup, Mike. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui soient posées. Je pense que on peut aussi souligner le fait que tu as indiqué l'adresse mail si vous aviez des questions à adresser concernant mode code 2. Je ne vois pas de main levée. Je vais apporter une précision quand même, s'il n'y a pas de questions. Pour donner un peu de contexte à ce mode code 2-là, il parlait très légèrement d'historique. Alors, cet outil, il a un peu plus d'1 an et demi. Voilà, et c'est un outil de construction qui est là pour apprendre, hein, parce que, comme vous avez vu, les tests, en tout cas pour ceux qui ont déjà eu affaire à mode code 2, les tests sont à un niveau technique très très bas. Donc, il se peut que sur mode code 2, vous ayez de faux négatifs, parce que mode code 2 ne sait pas interpréter typiquement le rendu de votre logiciel, par exemple, parce que voilà, votre langage de développement n'est pas encore arrivé sur mode code 2. Donc, si jamais vous êtes sur mode code 2 et que vous avez des erreurs que vous estimez non légitimes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui est inscrite juste en dessous, à mon service client. Vous faites débuter l'objet de votre mail par mode code 2 pour une prise en charge plus rapide. Et ensuite, nous, on prend contact avec vous pour analyser les traces et voir est-ce qu'on doit faire évoluer mode code 2 pour qu'il sache prendre en compte le rendu de votre mise en œuvre. Donc, comme je le disais, c'est vrai que j'ai donné vraiment j'ai envie de dire, l'âge de mode code 2. Depuis 1 an et demi, on l'a fait évoluer plus de 50 fois. Voilà, on l'a fait évoluer plus de 50 fois pour que à chaque fois, il apprenne des logiciels ou des différentes mises en œuvre qui se sont présentées à lui pour que les
faux négatifs rencontrés deviennent des positifs et que vous ayez la validation sur vos tests. Donc, ne restez pas bloqué. Déjà, la première chose, vraiment, parcourir le guide utilisateur, il est là vraiment pour vous aider. Et si, après analyse, voilà, vous êtes convaincu que l'erreur est plutôt côté mode code 2, n'hésitez pas à prendre la tâche avec nos services. Voilà ce que je pouvais apporter comme précisément. Merci beaucoup, Mike. Pas de questions, semble-t-il. Merci beaucoup. On peut donc Merci à vous. passer à la suite. Donc, n'hésitez pas, c'est un moment de questions additionnelles, y compris pour revenir sur les sujets présentés depuis le départ. On va vous laisser quelques instants, là, une trentaine de secondes pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Profitez-en, hein, on a mobilisé les experts, responsables pour chacun de leurs environnements. N'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Ah, on a une question qui arrive, une main levée. Pour Rachid, est-ce que tu peux... Je vais ouvrir le... on vous ouvre le micro. Vous pouvez relever la main. Est-ce que vous pouvez refaire une main levée, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, non, c'est bon. C'est bon. On vous a repéré, c'est bon. Merci. Hop. Allez-y, normalement, c'est bon pour vous. Allez-y. Ah. Je ouvre le micro. De notre côté, le micro est ouvert. Ça marche pas. Je vais essayer, sinon. Je rouvre le micro. Allez-y. Toujours désactivé. Zut. Pas facile ce qui sort. Vous pouvez poser votre question dans le chat, peut-être. Peut-être, ouais. On essaye, hein, mais visiblement, c'est pas facile cette histoire de micro. Bon, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide question dans le chat? Ok, super. Excusez-nous, hein. On présente nos excuses pour ce problème technique de micro. À tous les autres participants, n'hésitez pas aussi. Ah, ça y est, on a la question. Lors du Ségur Vague 1, nous avons rencontré un vrai problème avec la cohérence des données patients entre les différents environnements de test. Est-ce qu'un effort a été réalisé dans ce cadre pour la vague 2? Alors, à qui peut s'adresser cette question? Un vrai problème avec la cohérence des données patients entre les différents environnements de test. On commence par Maël, peut-être? Oui, bonjour Armand. En fait, dans le cas de la vague 2, quand en fait on utilise toujours sur les exemples de tests et les données de tests utilisées pour l'interprétabilité, utilise toujours le même patient. J'ai plus en tête, hein, je crois que c'est Nessie Root, je vais vous dire après, quoi, en fait, qui est un patient qui existe sur l'environnement de test DMP, quoi, en fait. Hein. Donc il y a eu un effort de cohérence
entre les jeux de données de test interop et les jeux de données de patients de test qui existent sur l'environnement de test DMP, quoi. Bon. Donc, la réponse, c'est oui. Un effort a été réalisé. Et je ne sais pas si vous pensez à d'autres environnements de test, Monsieur Saïd. Saïd. Est-ce que Maël a répondu à votre question? Oui, c'était principalement sur DMP. Ah, donc la réponse c'est oui. Donc écoute, merci beaucoup Maël. Ça a l'air d'être bon. Autre intervention, question? On essaye de vous ouvrir les micros, hein. On n'y arrive pas à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Mais Je ne sais pas non plus. ouais, il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. N'hésitez pas. Niveau délai, on est bon? On est bon. Si vous voulez, on peut continuer. Bon. S'il n'y a pas plus de questions. De toute façon, les questions sont toujours ouvertes. Alors, on peut passer à la suite. Petit rappel. Donc, oui, ça c'est un rappel parce que parfois, vous n'utilisez pas énormément ce canal-là. Donc, vous avez vu que dans les slides, on vous a mis les adresses dédiées aux questions que vous auriez concernant les environnements. Donc, c'est vraiment dans l'usage de l'environnement, vous avez les adresses à utiliser. Maintenant, si vous avez des questions enfin, non pas sur l'usage d'un environnement, mais sur le parcours de référencement, n'hésitez pas surtout à utiliser le canal de votre espace authentifié. Il est vraiment recommandé que vous l'ouvriez, ce canal, et que vous renseigniez vos profils, de manière à ce qu'on sache si vous êtes sur le dispositif LGC, Dreambox, RIS, etc. Donc, ça nous permet, via cet espace authentifié, de vous communiquer des informations dédiées, notamment sur le calendrier, hein, qui serait dans ce cas-là le calendrier de votre profil, avec les différents jalons et sessions webinaires ou questions-réponses, vous permettant de participer ou de consulter les supports et les replays. Et puis aussi, cet espace authentifié vous permet d'adresser par des formulaires vos questions à notre équipe support en toute confidentialité. Donc, vraiment, utilisez cet espace authentifié. Vous avez le QR code pour avoir accès au guide utilisateur. Voilà, donc c'est vraiment le canal à retenir, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans les DSR, hein. Donc, pour toute question concernant le référencement général. On peut passer au slide suivant. OK, donc il y a un rapide questionnaire d'évaluation. Donc, c'est une procédure maintenant qui est instituée, hein. Ça nous permet de remonter auprès de nos directions de la bonne utilité de ces sessions et du fait que ça répond à vos attentes. Évidemment, si ce n'était pas le cas, vous pouvez vous y exprimer aussi, hein. Donc là, vous avez aussi le lien vers ce questionnaire. Donc, utilisez-le. Et évidemment, on prendra en compte les retours. Alors, j'ai partagé le lien dans le chat si vous voulez accéder directement au questionnaire. Vous pouvez passer par le QR code. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça nous permet ces sessions nous amènent à mobiliser nos experts. Donc, vos évaluations nous permettent de valoriser ce temps de ressources alloué. Donc, c'est assez important pour notre direction générale. Donc, voilà, si vous pouvez le faire, ça nous permettra de savoir où on se situe. Bon, mais écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions, semble-t-il. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci à nos experts pour avoir dédié du temps et avoir su répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter via votre espace authentifié si besoin était.
On sera aussi attentif aux questions que vous nous poseriez pour ouvrir une nouvelle session à l'avenir avec plus ou moins de ciblage sur un expert ou un autre. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon, on peut fermer. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Merci à toutes et à tous.